Alors, bonjour tout le monde, Allô? vous allez bien? Sûrement parce qu'il fait tellement beau dehors. Le soleil est apparu, la neige fond. Oui, le printemps est T'arrives. arrivé, oui. Puis Pâques aussi, les vacances, le chocolat, ça s'en vient. Le poisson d'avril, J'espère que vous allez faire des petits... des mauvais coups. Des mauvais coups, oui, à Coller vos des amis. poissons. Ça, c'est vraiment le meilleur coup. Je pense Nous que aussi, tout on le va le monde passe faire. par là. Oui. Alors, comme vous le voyez, je suis dans une chaise roulante. Vous allez vous demander pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, ce midi, on est en compagnie des personnes de l'association des personnes handicapées du Kamouraska-Est. C'est pour promouvoir la semaine du 14 au 20 mars. C'est la semaine des personnes en déficience intellectuelle et physique aussi. Et puis, c'est ça, ils sont venus sensibiliser les jeunes à ça. Et puis, c'est très intéressant parce qu'ils font des activités aussi avec les jeunes. Et puis, les jeunes participent beaucoup. Alors, nous sommes ici en compagnie de Mme Carole, coordinatrice de l'Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est. Alors, bonjour. Bien, bonjour. Alors, ce midi, vous êtes avec nous pour... c'est vous qui avez préparé un peu les activités ici. Qu'est-ce qui vous incite à vouloir sensibiliser les jeunes comme ça à la déficience intellectuelle? Bien, je pense que si on veut que nos personnes qui ont une déficience intellectuelle soient acceptées dans la communauté, bien, je pense qu'il faut, premièrement, sensibiliser les gens. Puis, par les années passées, bien, on avait sensibilisé au niveau des écoles élémentaires. Cette année, on a décidé de venir ici à l'école secondaire parce qu'on se dit, bien, vous êtes les adultes de demain. Fait que si on sensibilise déjà à votre âge, bien, je pense qu'on va avoir un bout de chemin de fait. Fait que c'est un peu ça qui était le but ici, c'était vraiment de vous sensibiliser à la déficience. Puis on parle de la déficience intellectuelle, mais aussi parmi dans nos kiosques, bon, aussi on a d'autres, on a profité pour parler aussi de d'autres déficiences également. Et puis, le rôle de l'Association des handicapés du Kamouraska-Est, c'est quoi un peu leur rôle? Qu'est-ce que vous effectuez aussi? Bon, nous autres, notre mission première à l'association, c'est la promotion et la défense des droits. Quand on parle de promotion, c'est de sensibilisation aussi. Aussi, bien, on organise des activités pour de l'intégration sociale aussi au niveau de nos membres. Nous autres, notre territoire, on couvre de Saint-Philippe-de-Néry à Saint-Alexandre, qui est la partie est de la MRC. On compte plus de 250 membres. Quand on parle de 250 membres, c'est qu'on n'a pas juste des personnes handicapées qui sont membres de l'association. Il y a aussi monsieur et madame tout le monde, qu'on appelle des membres amis, qui des gens qui croient à la cause, qui sont sensibilisés à la cause aussi, qui participent à nos activités. Aussi, bien, on a différents volets. On a un volet, entre autres, qui est un volet d'accompagnement et d'intégration sociale. C'est le but de ce volet-là, c'est de développer le réseau social de la personne, parce qu'on sait que souvent la personne qui a une déficience, soit intellectuelle ou physique, souvent c'est des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'amis, autres que des fois la famille immédiate ou leur éducateur, éducatrice. Alors, nous autres, avec ce volet-là, c'est de développer par soit des activités, développer des habilités ou développer des champs d'intérêt de la personne pour qu'elle puisse participer aux activités de la communauté. Donc, si je comprends, moi, si je voudrais faire partie d'être amie, dans le fond, je pourrais aller donner mon nom et puis les aider aussi? Oui, tout à fait. Tout le monde peut être membre de l'association. C'est sûr que c'est là qu'est la force aussi de notre organisme par rapport à d'autres organismes dans la région. Là, c'est qu'on a beaucoup de membres amis. Fait que lorsqu'on a des activités, ben il y a un beau mélange des deux, dans le fond, qui se fait. Il y a une belle participation des deux. Fait que c'est intéressant. Bonjour et bienvenue à notre courrier du cœur spécial Poisson d'avril et Pâques. Alors, nous allons commencer avec la première lettre. Bonjour, cher Dr Mayous. Il y a quelques jours, c'était la journée du poisson d'avril. Déjà que je n'ai pas beaucoup d'amis à cause de mon visage rempli de points de rousseur et mes grosses lunettes des années 70, il y a des étudiants qui ont réussi à me faire encore plus honte en me collant des milliers de poissons dans le dos sans que je m'en rende compte, toute la journée. Depuis ce temps, toute l'école rit de moi et me reconnaissent avec le nom du petit poisson. Ça me fait beaucoup de peine. Donnez-moi des conseils pour que ce malheur cesse. Merci à l'avance. Alors, c'est une lettre d'Antoinette. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour faire cesser ses malheurs? Elle devrait en parler avec quelqu'un de son entourage parce que parler, c'est grandir.
Alors, le monde qui l'écœure, qu'est-ce qu'elle devrait leur dire? Je devrais leur dire que c'est pas de sa faute. Si elle a des grosses lunettes puis tout, c'est pas elle qui a décidé ça. C'est selon l'argent de ses parents. Puis, tu sais, s'expliquer, c'est pas de sa faute si le monde la rejette, là. Allons-y maintenant pour notre deuxième lettre. Cher Dr Maillot, je m'appelle Priscilla. J'ai mis un poisson d'avril dans le dos d'une de mes amies. Mais le problème, c'est qu'elle ne l'a pas trouvé drôle. Et elle a demandé à son chum, le gars le plus musclé de l'école, de me tabasser. J'ai très peur. J'ai tellement peur que je reste dans la rangée de cases durant toute l'heure du midi. Et je ne mange même pas. J'ai peur. Que dois-je faire? Dois-je m'excuser ou l'affronter? Réponds-moi au plus vite. Alors ça, c'est une très bonne lettre. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, cette jeune fille? Elle devrait en parler avec son ami. Mais qu'est-ce qu'elle devrait lui dire à son amie? Elle devrait lui dire que c'est pas de sa faute, tu sais, elle a pas pogné les nerfs comme ça pour rien. Puis si elle capote juste à cause de ça, ben il faut croire que leur amitié est pas grande. Puis c'est normal, c'est la journée du poisson d'avril, puis on peut faire des jokes à tout le monde. D'accord, merci. Cher Dr Maillot, mon nom est Coralie. Je suis en 2e année. Cette année, pour Pâques, mon professeur organise des activités. Le but du jeu est de trouver tous les œufs cachés dans des petits lapins. Le problème, c'est que j'ai très peur des lapins. Quand j'en vois un, je me mets à pleurer. J'ai peur que tout le monde rie de moi. Je ne veux pas participer à cette activité. Que dois-je faire? Est-ce que je devrais faire croire à ma mère que je suis malade? Aide-moi. Est-ce que c'est une bonne idée de faire croire qu'il est malade ce jour-là? Non, il devrait plutôt affronter sa peur. Mais comment qu'il devrait vaincre sa peur? Il devrait aller à son activité à l'école pareil, puis s'il pleure, c'est pas grave, tu sais, faut qu'il apprenne à surmonter sa peur. D'accord, merci. Alors, c'était tout pour notre courrier du cœur spécial Pâques et Poisson d'avril. Bonjour, ici l'agent DA pour vous parler de l'agenda. Merci beaucoup. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai fait une enquête sur les pages 11 à 28 de l'agenda pour découvrir que le gouvernement étudiant était en train de trier les règlements de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Alors, j'ai récolté les opinions des étudiants de l'école sur les règlements et j'ai décidé d'aller voir Madame Julien pour discuter de ces règlements. Bonjour. Vous allez être soumis à un interrogatoire télévisé. Je me sens attaquée. Ah, mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. D'accord. Vous êtes l'agenda? Ou l'agenda. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des règlements, Madame Julien. Je suis allée vous voir instinctivement, bien sûr, puisque la directrice décide de tout, à ce que je sache. Est-ce que vous voulez vous défendre sur ce point de vue? C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Vous avez la direction met en application des choses qui sont décidées par toute l'équipe école et particulièrement, pour certains points, par le conseil d'établissement. Donc, c'est une histoire de collaboration et de communication entre ces personnes-là pour prendre les décisions en ce qui concerne l'école. Je suis vraiment désolée, Madame Julien, de vous avoir attaqué. Mais j'espère que vous pourrez répondre à mes interrogations si je vous parle. Premièrement, j'ai trouvé le règlement qu'on n'a pas le droit de prendre nos sacs à dos. On doit déposer nos sacs à dos dans les armoires de rangement, donc les cases. Pourquoi qu'on ne peut pas les emmener dans les classes? Est-ce qu'il y aurait des conséquences? Bien, je vous dirais que c'est un règlement qui existe depuis vraiment plusieurs années. Même moi, quand j'étais au secondaire, on n'avait pas le droit d'apporter nos sacs à dos. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Entre autres, les maux de dos. On se fait dire beaucoup que les sacs à dos sont très lourds. Donc, il y a des problèmes de dos qui se sont développés, des problèmes de maux de dos. Donc, ça en est une des raisons. Deuxième raison aussi, ça pourrait être très dangereux dans les classes d'avoir des sacs à dos qui traînent entre les bureaux. On pourrait avoir des accidents. Troisième raison que je peux voir aussi, c'est à cause des problèmes de drogue.
Vous savez, c'est pas un secret, il en existe dans notre société. Donc, éviter d'avoir des sacs à dos en classe, bien, c'est minimiser les problèmes puis minimiser les endroits où les gens peuvent en apporter. Puis aussi s'en faire mettre, hein, parce que c'est pas toujours la personne qui a son sac à dos qui pourrait. Donc, je pense que c'est des raisons importantes qui font qu'on ne peut pas avoir un sac à dos en classe. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça répond à beaucoup de questions de la part des étudiants. Maintenant, j'ai trouvé un autre règlement. L'élève ne doit pas s'étendre sur la pelouse et sur les terrains à proximité de l'école. Les relations entre garçons et filles doivent être empreintes de décence et de discrétion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le fondement de ce règlement? Et moi, à mes yeux, avoir des relations sexuelles et s'étendre sur la pelouse, c'est pas tout à fait pareil. Alors... Vous avez raison, mais vous savez que les règlements sont toujours faits pour les personnes qui exagèrent. Donc, une règle, ça doit être respecté. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique dans les mesures, pour des mesures extrêmes. Exemple, si on avait à l'appliquer par rapport à un couple ou des jeunes qui s'étendraient sur la pelouse de façon exagérée, bien, on pourrait, avec le règlement, bien, on a un appui, un soutien qui fait qu'on peut appliquer ce règlement. Donc, c'est pas nécessairement là, pour tous les gens qui vont s'asseoir sur la pelouse. Puis, parallèlement à ça, bien, c'est un petit peu paradoxal parce que on n'a pas le droit de s'étendre sur la pelouse, mais en même temps, il n'y a pas de banc à l'extérieur, tout ça. Je me suis fait dire qu'à l'école, il y en avait déjà eu, mais qu'il y avait du vandalisme le soir, tout ça. Moi, je trouve ça un petit peu... en tout cas, je pense que les jeunes ont beaucoup changé, ou bien... on a une mauvaise lecture des jeunes, mais moi, j'ai pas l'impression que si on plaçait des bancs à l'extérieur, là, il y aurait du vandalisme le soir. Au contraire, je pense que les gens seraient fiers. Donc, nous, on a un projet à ce niveau-là. Ça a été aussi présenté par le gouvernement étudiant. Donc, ce qu'on veut, je m'excuse, le gouvernement des élèves, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver une façon, là, pratique là, pour que les jeunes aient leur espace dehors pour pouvoir justement s'asseoir, avoir des poubelles aussi parce qu'on veut que les gens se ramassent, mais il n'y a même pas de poubelle à l'extérieur. Donc, on va essayer de mettre en branle des choses pour que ce soit plus facilitant pour tout le monde. D'accord. Est-ce que le projet, vous avez décidé où allaient être les bancs? Non, c'est ça qui est à l'étude. On essaie de voir les meilleurs endroits pour que ce soit le plus pratique pour tout le monde, puis pour nous autres aussi, pour la surveillance et tout. Donc, on est en train d'y penser puis de mettre en place des choses, puis ça va être validé, encore une fois, par le conseil d'établissement, par l'équipe école et le gouvernement des élèves qui doit consulter ses membres. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez des bancs, essayez de ne pas faire de vandalisme. Ce serait un plus pour l'école. Troisièmement, on entend souvent parler de l'agenda et ces fameux... on n'a pas le droit d'écrire des messages intimes et des choses comme ça. On dit que l'élève est responsable de le renouveler à ses frais s'il est considéré comme incomplet, inutilisable ou introuvable. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi, si on le paie au début de l'année, pourquoi qu'on ne pourrait pas l'utiliser comme on veut, en journal intime ou n'importe quoi d'autre? Je pourrais vous faire un peu la relation comme avec les cahiers d'activité ou les manuels scolaires. En quelque part, ce sont les parents qui payent les cahiers d'activité. Les manuels scolaires, ce sont les parents aussi, de par leurs impôts. Tout ça, c'est tout le monde, mais ça ne nous donne pas nécessairement le droit d'écrire n'importe quoi dedans ou quoi que ce soit. Nous, depuis 2 ans, on a décidé en collaboration avec le gouvernement des élèves et le conseil d'établissement et l'équipe école que l'agenda changeait de fonction. C'était plus un agenda personnel, mais plutôt un agenda professionnel. Donc, ça devenait un système de communication entre les parents, les élèves et l'école. Donc, moi, ce que je dis pour l'expliquer aux jeunes, bien, c'est que quand j'ouvre l'agenda puis qu'il y a des choses dedans que l'élève ne souhaite pas que je sache, bien, ça veut dire que c'est pas sa place dans l'agenda. Il n'y a rien qui empêche la personne d'avoir un petit cahier à côté pour ses choses personnelles, mais pour ce qui est de l'agenda, il faut être à l'aise, et les parents, et les enseignants ou les membres de l'équipe école, et l'élève de le consulter. Donc, c'est la raison principale pour laquelle ça devient un agenda professionnel. Merci beaucoup encore une fois. Alors...
comme l'a si bien dit Mme Julien, si vous voulez garder vos souvenirs de votre secondaire, avoir des messages écrits, c'est juste de prendre un autre cahier pour l'écrire. Et pour terminer ma chronique, j'aimerais vous montrer un agenda que j'ai trouvé d'un élève, un ancien élève, quand il était en secondaire 1. Et j'ai trouvé une énigme fort intéressante que je vais vous dire. Tout paraît renversé chez moi. Le laquais précède le maître. Le manant passe avant le roi. Le simple clerc avant le prêtre. Et le printemps vient après l'été. Noël avant la Trinité. Qui suis-je? Vous aurez la réponse à cette énigme à la prochaine émission. Merci, au revoir. Alors, en direct de la salle des nouvelles de l'école secondaire Shannon-Baudet, votre journaliste, Andréane Lamar. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal en bref. Le 17 et 18 mars dernier avait lieu à l'école secondaire Shannon-Baudet le Salon du livre. Afin de stimuler le goût de la lecture chez les jeunes, la librairie J.A. Boucher des Rivières-du-Loup exposait dans la bibliothèque une grande quantité de livres choisis en fonction de l'âge et du niveau scolaire des étudiants. Ceux-ci ont donc eu la chance d'acheter tous les livres qu'ils désiraient. Le 2 avril dernier a eu lieu les régionaux de volleyball à Amqui. Les 3 équipes féminines de notre école ont eu la chance de démontrer tout leur talent. L'équipe de génie en herbe de notre école ont eu la chance, ce mercredi 25 mars, de participer au tournoi qui se déroulait à la Pocatière. Notre équipe nous a offert une très belle performance. Le 29 et 31 mars dernier avait lieu une journée toute spéciale, une journée ouverture sur le monde. Les jeunes du 4e et 5e secondaire, ainsi que ceux du CFR, ont eu la chance de rencontrer des invités de l'Arménie et de la Bolivie. Pour l'occasion, M. Butrus, originaire de l'Irak, nous a accordé une petite entrevue spéciale. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Badea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Bagdad, mais vous habitez au Québec depuis combien d'années environ? Je commence ma 5e année. OK. Donc, vous êtes immigré au Québec en tant que prêtre? Oui, exact. En études théologiques pour devenir prêtre. Exact. OK. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'Irakiens comme vous qui doivent immigrer ou s'exiler dans des pays comme le Québec, justement? Oui, à partir de la première guerre de Golfe, alors là, avec les sanctions, l'embargo, alors la vie un petit peu économique est rendue très difficile. Alors, et quand la vie économique ça dégrade, alors le travail, le chance vraiment de gagner son pain, c'est plus difficile. Alors, et comme je suis ingénieur, alors j'ai travaillé un peu quelques années après mon bac de génie à Bagdad, mais je préférais vraiment dans le temps où vraiment que je pensais de sortir de l'Irak, de bâtir ma vie ailleurs, de travailler comme ingénieur dans un pays autre que l'Irak. Et là, j'ai choisi le France comme un pays. Alors parce que on avait une bonne relation entre l'Irak et la France. Et là, j'avais l'occasion comment je dirais, d'avoir le visa et d'aller en France comme résident permanent. Et là, j'ai commencé de travailler dans le domaine d'ingénierie. Et puis, on voulait savoir, on entend beaucoup parler dans les journaux, à la télévision aussi, le conflit qu'il y a à Bagdad, l'Irak, tout dans ce coin-là. Et puis, on voulait savoir l'origine. Ça part de où, ce conflit-là, avec les États-Unis et puis tout ce conflit-là? Ça remonte à où, dans le fond? OK, oui, c'est une bonne question. La question remonte très loin. Dans la présentation qu'on a fait tantôt, on parlait que depuis 1958, les Américains s'intéressent à l'Irak. Parce que dans cette année où on commence vraiment de bien gérer notre pétrole, et là où vraiment ça commence, disons, le monde attiré par vraiment l'Irak, à cause de tout, c'est vraiment les plus pétroliers, parce qu'on se rend parmi les premiers pays qui ont le plus vraiment de pétrole brut. Ça veut dire des champs qui sont vraiment tout en pétrole. Et c'était toujours ce problème-là, comment vraiment garder cette
cette richesse naturelle du pays sans vraiment avoir un conflit politique. Mais malheureusement, c'était toujours avec ça. Alors, ça a commencé d'abord dans la première guerre du Golfe, où vraiment il y a comment je dirais, le conflit entre l'Irak et le Koweït. C'est vrai, ce qui était présenté, c'était un genre, comment je dirais, de scénario politique, mais c'était plus que ça. Il y avait le pétrole là-dedans. Et là, c'est fait avec la deuxième guerre, la deuxième guerre du Golfe. Alors, c'est vrai, il y a un certain avantage de se libérer, de faire changer le gouvernement, mais ça reste le problème éternel, c'est le pétrole. Il y a toujours vraiment l'avantage d'aller en Irak pour prendre le pétrole qui était là. D'accord. On voudrait parler un peu aussi du choc culturel. Dans le fond, l'Irak et le Canada, dans le fond, c'est deux pays très différents. Comment vous avez trouvé ça, vous, d'immigrer, comme ça, de changer complètement, oui, de vos origines, dans le fond, de s'éloigner de ça? Comment vous avez trouvé ça? En vérité, ma première choc, c'était pas ici, c'était en France. C'est mon premier, vraiment, disons, choc culturel où tout est différent. Tout est différent de tous côtés, disons, et comme on était dans un pays d'embargo, de sanctions, donc on était fermé. Alors, c'est vrai, on voit dans la télévision, le média nous apporte ce qu'il veut. C'est le cas de toujours et dans tous les pays de même. Mais quand on est sur le terrain occidental, c'est différent. Différent de la relation humaine. Toujours on parle de relations humaines qui étaient orientales, très chaleureuses. Alors, dans le pays occidental, il y a un autre, comment je dirais, une autre atmosphère, un autre vraiment, disons, domaine qui anime l'humain. Alors, il y a tout un choc culturel, mais je pense j'avais la capacité, je ne sais pas, c'est en grâce de Dieu que je suis capable d'adapter la situation. En arrivant au Québec, comment je dirais, on est quand même dans un contexte nord-américain, mais c'est pas loin de contexte européen occidental. Donc, je pense, j'avoue qu'il y a un certain choc, mais j'étais capable de le dépasser. Pour ce qui est de la condition des femmes, parce que sûrement qu'au Canada ou plus en France, pour vous, que vous avez été avant, et puis avec en Irak, est-ce que c'est différent? Est-ce que la condition des femmes est un peu plus fermée, si on pourrait dire? Oui, c'est une question que je le traite justement dans mon présentation aux étudiants. Et c'est différent, mais c'est pas nécessairement qui sera mauvais. C'est ça que j'aimerais nuancer. Différent, c'est vrai, parce que comme je disais, que la femme orientale et irakienne, c'est plus vraiment sa priorité, ses valeurs, plus s'inspire de la famille. L'éducation de ses enfants, la maison familiale, la réussite d'une vie de couple familial, c'est dans ces priorités-là. Tandis plus d'une femme dans un contexte libéral, démocratique, plus tentée d'avoir sa liberté, son indépendance, mais l'aspect individu, c'est plus fort que vraiment l'aspect collectif. Et c'est cela la différence culturelle quand on le fait. Alors, ouais. Donc, on n'interprète pas toujours bien là, la vie des femmes en Irak. C'est vrai, ça comme je le perçois toujours. Et de toute mon énergie, j'essaie vraiment de donner le parti vrai dans cette vraiment différence. Okay. Alors, pour conclure, accepteriez-vous de nous dire quelques mots dans votre langue originale? OK. Ma langue originale, c'est l'aramien toujours. Okay. C'est où vraiment c'est la langue de Jésus. Alors, j'aimerais vous saluer en aramien. Khwafi azista. اللهم برخالتون إسلام لوخون من عالم العالم علمين. Alors, merci. Vous voulez la traduction? Oui, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est ça. Mes chers amis, alors, je vous souhaite toute une chance dans votre vie, que Dieu vous bénisse et que vous donne toute la bénédiction. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Alors, merci d'avoir été des nôtres. C'était Andréane Amar pour Ados en action. Bonjour, ici Audrey et Stéphanie pour la chronique talent. Nous avons décidé de faire un concours de dessin de Pâques. Je donne 3 minutes pour nous faire un dessin de Pâques. 1, 2, 3, go!
donner un prix à la fin pour le plus beau dessin. Alors, allez-y fort! Cinq, 4, 3, 2, terminé. Lâchez vos crayons, s'il vous plaît. Levez-vous debout avec vos dessins, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, Mathieu. On va donner nos dessins. Alors, nous invitons nos juges, s'il vous plaît. Allez, Madame la juge et Monsieur le juge. Le premier prix est ceux de Claudia. Claudia? Viens chercher ton prix. Claudia, alors nous te remettons un petit cadeau de Pâques pour avoir pris... Oui? Je remercie ma mère de m'avoir donné des talents de dessinatrice. Merci. Alors, c'était Stéphanie et Audrey pour notre collègue talent. Le fameux poisson d'avril. D'où est-ce que ça vient? On a fait des petites recherches pour vous, justement. Et puis, nous avons trouvé. En France, jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Mais cette année-là, le roi Charles IX décida de modifier le calendrier. L'année commencerait désormais le 1er janvier. Le 1er janvier 1565, tout le monde se souhaitait bonne année, se faisait des cadeaux, se donnait des baisers, comme à l'habitude. Seulement, quand arriva le 1er avril, quelques petits farceurs eurent l'idée de se faire encore des cadeaux, puisque c'était à cette date qu'avant on s'en faisait. Mais comme c'était des farceurs et que ce n'était plus le vrai début de l'année, les cadeaux furent de faux cadeaux, des cadeaux pour rire. À partir de ce jour-là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril, tout le monde, grands et petits, prit l'habitude de se faire des blagues et des farces. Et on a d'autres hypothèses aussi. Oui, il y a certains autres qui pensent que comme le début avril, c'est la période des poissons frais, on faisait une farce en offrant un poisson d'avril dans la période où la pêche était interdite. Ou encore, d'autres supposent que le début avril correspond à la fin du carême chez les chrétiens où on ne mange pas de viande, mais plutôt du poisson. Alors, on continuait ainsi à s'offrir un poisson après le carême. Donc voilà, c'est les trois hypothèses qu'on a trouvées sur le poisson d'avril. Ça venait d'où, cette tradition-là? Et puis, n'oubliez pas de faire des petites farces à vos amis. Alors, on espère que vous avez passé une belle émission. Profitez bien du beau temps comme nous. Et surtout, profitez du fait que vous avez toutes, vous êtes en santé, puis mentalement aussi. Donc, profitez de ça parce que on a vu c'était quoi. Donc, c'est très difficile pour ces gens-là. Et puis, vous avez une belle chance. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a, mais avoir deux beaux yeux puis deux bonnes jambes, il n'y a rien de mieux. Donc, bye bye! Au revoir!